Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire intitulé RPS et entreprises, pourquoi et comment agir. Je vais commencer par me présenter, cela permettra aux personnes qui ne sont pas encore connectées de pouvoir se connecter. Donc, je suis Marina Séché et je suis ingénieure conseil à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté et je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue. Bonjour, Cyril Colson, donc je suis contrôleur de sécurité à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté au service d'assistance technique sur les RPS et les TMS. Donc aujourd'hui, nous diffusons à travers une plateforme qui s'appelle Webikeo. Vous pouvez utiliser le chat pour poser vos questions. Nous aurons bien évidemment 2 temps de questions répartis dans le webinaire. Donc nous lirons vos questions, nous répondrons. Si toutefois certaines questions évoquées en séance ne sont pas traitées, nous vous enverrons un email. En tout cas, nous répondrons à 100% des questions, que ce soit aujourd'hui pendant le webinaire ou à distance par mail. Donc, je crois que nous allons pouvoir commencer, si cela vous convient. Le webinaire va durer 1 heure. Nous avons prévu le programme suivant. Quelques mots sur la CARSAT et la direction des risques professionnels pour commencer. Et puis, nous vous parlerons chiffres. Et puis ensuite, RPS. Nous attaquerons le sujet avec des définitions. Et à l'issue de ce point, vous aurez donc ce temps de questions possible. Ensuite, Cyril vous parlera des 4 circonstances pour agir en prévention des risques psychosociaux. Et donc, il y aura un volet réglementaire à ce moment-là. Et puis ensuite, nous aborderons les 5 étapes de la démarche de prévention des risques psychosociaux. Et nous vous expliquerons à chaque étape quels outils sont pour vous aider dans cette démarche. À l'issue de ce 5e point, nous aurons également un temps de questions-réponses. Et puis, nous évoquerons ensemble, en fin de webinaire, le prochain webinaire, justement, qui est prévu le 17 juin à l'intention des dirigeants. Eh bien, je pense que nous allons commencer. Donc, quelques mots sur la CARSAT. La CARSAT Bourgogne-Franche-Comté a évidemment une mission retraite, comme son nom l'indique, et également une mission accompagnement des publics fragilisés. Et puis, en 3e point, une mission concernant les risques professionnels, puisqu'en tant qu'assureur des risques professionnels des entreprises du régime général, la CARSAT mène une mission de gestion et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles à travers le service tarification qui calcule et notifie aux entreprises les taux de cotisation assurance maladie risque professionnel, et puis à travers le service prévention qui, lui, coordonne les actions de prévention des risques professionnels à travers la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, passons maintenant à quelques chiffres et entrons dans le vif du sujet des risques psychosociaux, puisque voilà, quelques données chiffrées sur la reconnaissance et la réparation. En 2016, et l'idée c'était de vous montrer un petit peu l'évolution des accidents du travail reconnus et des maladies professionnelles reconnues. Donc en 2016, à peu près 10 000 AT reconnus. En 2019, 20 000. Et puis au niveau des maladies professionnelles, quelques 600 en 2016. Et puis on passe en 2010. Que nous avons en notre possession, 1051 maladies professionnelles reconnues. Il faut savoir que ces maladies représentent à peu près la moitié des dossiers qui sont instruits. Ça veut dire qu'il y a à peu près plus de 2000 dossiers qui sont instruits au niveau des maladies professionnelles. Ce que je peux vous dire au niveau de ces maladies professionnelles, c'est que ce sont des maladies qui sont hors tableau, donc qui ne sont pas dans le tableau des maladies professionnelles et qui nécessitent un taux d'incapacité prévisible de 25% minimum. Et les dossiers passent en comité de reconnaissance des maladies professionnelles, donc qu'on appelle le C2RMP. Il faut savoir, et c'est un point important, que les durées moyennes d'un arrêt de travail en maladie professionnelle pour les risques psychosociaux sont d'environ 400 jours, sont des durées importantes d'arrêt.
3 affections psychiques sont majoritairement considérées quand on parle de risques psychosociaux et de données chiffrées en reconnaissance. Ce sont les troubles anxieux généralisés, les épisodes dépressifs majeurs et les états de stress post-traumatique. Alors bien sûr, les risques psychosociaux ne se caractérisent pas seulement à travers les chiffres. On peut dire que ce serait la partie immergée de l'iceberg, puisque les risques psychosociaux, ce sont des risques qui surviennent dans des situations de travail où sont présents du stress, des violences internes et des violences externes. Et ces risques psychosociaux conduisent en fait à des conséquences pour les salariés, notamment des conséquences en termes de maladies cardiovasculaires, de troubles musculo-squelettiques, des dépressions, de l'anxiété, de l'épuisement professionnel qu'on appelle aussi burn-out et des suicides. Donc ce sont des conséquences pour la santé, bien sûr, mais on a également des conséquences pour l'entreprise, puisque les risques psychosociaux conduisent à des situations où il y a de l'absentéisme, il y a du turnover, des dégradations potentielles de la productivité, une démotivation des équipes, une atteinte à l'image et du coup peut-être des difficultés de recrutement sur un bassin d'emploi donné. Donc quand on parle de... On a parlé un petit peu du stress, des violences internes, des violences externes. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et puis on va parler aussi des facteurs de risque. Qu'est-ce qui pourrait engendrer des risques psychosociaux dans une entreprise? Donc la définition, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, les situations de travail où sont présents donc stress, violence externe, violence interne. Quand on parle de violence externe, on va être sur des situations en lien avec le public, ou des situations d'échange, enfin de commerciaux, voilà, avec des clients par exemple, et on va avoir des insultes, des incivilités, des agressions ou des situations tout à fait tendues de tension avec le public externe. Quand on parle de violence interne, là, on va être sur des tensions du relationnel, bien sûr, des conflits et des situations éventuellement de harcèlement. Donc, ces risques psychosociaux, voilà. Pardon. Ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou par l'organisation et les relations de travail. Et ils s'analysent en fait toujours au regard de l'activité concrète des salariés. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de l'analyse des facteurs de risque. Donc, je vous passe la diapo suivante qui modélise un petit peu, considère comme les facteurs de risque, les risques psychosociaux et les conséquences pour les salariés et pour les entreprises. Donc, on en a parlé un petit peu et on va revenir vraiment sur l'origine, c'est-à-dire sur les facteurs de risque. Et là, je vais vous passer un sondage. Voilà, connaissez-vous les facteurs de risque psychosociaux, donc qui apparaissent en tout petit voilà, en haut du schéma, qui s'appellent aussi les facteurs de Golak, qui sont au nombre de 6. Donc, vous pouvez répondre au sondage en cochant les cases. Et puis, il faut valider le sondage. Donc, j'attends un petit peu qu'on ait quelques réponses. Voilà, connaissez-vous ces fameux facteurs de risque psychosociaux? En avez-vous entendu parler? Les connaissez-vous dans le détail? Donc, les réponses arrivent. Donc, ce sont des facteurs qui sont au nombre de 6, qui sont issus des travaux d'un collège d'expertise présidé par Monsieur Golak. Donc, les résultats, je vais afficher les résultats, ça bouge encore un petit peu. Très bien. Merci pour vos votes en tout cas. Ok, j'affiche les réponses. Donc, oui, en partie, vous connaissez les facteurs de risque à 50%. Certains les connaissent 20%, oui, complètement. Et puis, 30% ne les connaissent pas.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement rentrer peut-être un peu plus dans le détail. Hop. Et donc là, je vais passer à la diapo suivante. Donc voilà, les facteurs de risque sont l'intensité et temps de travail, les exigences émotionnelles, la faible autonomie au travail, les rapports sociaux dégradés, conflits de valeurs et l'insécurité de la situation de travail. Alors si on rentre un petit peu dans le détail, l'intensité et temps de travail tout d'abord, cela correspond à la quantité de travail à fournir, sa complexité et son organisation temporelle. On les divise en deux sous-parties qui sont donc intensité et complexité du travail, où là, on va retrouver un petit peu tout ce qui concerne les rythmes de travail, mais également les objectifs, s'ils sont flous ou s'ils sont clairs, les compatibilités des instructions entre elles, ou alors les contradictions éventuellement, et puis également tout ce qui relève de l'interruption et puis de l'attention, la vigilance dans le travail. Concernant les horaires de travail difficiles, on va plutôt retrouver les durées, mais le travail en horaire atypique, y compris de nuit, le fait également de concilier vie professionnelle et personnelle à travers des éventuelles disponibilités en dehors des horaires de travail, par exemple des astreintes, ou alors le fait que certains horaires ou certains jours de travail vont très rapidement changer ou évoluer du jour au lendemain. Le deuxième facteur de risque, c'est exigence émotionnelle. Et là, ça va parler plutôt de la nécessité de maîtriser ses émotions au travail ou de les cacher ou bien de les simuler. C'est-à-dire qu'on va peut-être parler plus souvent des métiers en lien avec les services ou le soin, où on va être en contact avec un public en détresse, voilà, ou en souffrance, ou éventuellement agressif. Et puis également, on va avoir peut-être aussi des situations où le contrôle de soi va être important. Certaines entreprises ont cette culture, quelles que soient les circonstances, d'avoir une attitude très positive. Ensuite, on a la faible autonomie au travail, c'est-à-dire est-ce qu'on a des marges de manœuvre ou au contraire, est-ce qu'on va être autonome dans son travail? Est-ce qu'on va partir aux décisions ou pas du tout? Et est-ce que les compétences vont pouvoir être développées et utilisées à bon escient? Et puis, les rapports sociaux au travail dégradés. Donc là, on va être vraiment sur la qualité des relations de travail, avec un éventuel soutien ou non de la part du collectif, des collègues ou des supérieurs hiérarchiques. Mais ça va concerner également des accords professionnels et jusqu'à la reconnaissance dans le travail, reconnaissance auprès de sa hiérarchie, mais également auprès de ses pairs. Ensuite, cinquième facteur de risque, les conflits de valeurs. Donc là, ça va porter sur ce qui compte en fait aux yeux des salariés pour leur travail. Ce qui est important pour eux, on va être sur de l'éthique professionnelle. Donc, il va y avoir la qualité empêchée, ou alors quel est mon niveau de qualité que je me fixe par rapport à mon métier ou mes règles que j'ai appris dans mon métier. Est-ce que je peux faire ou pas en fonction du temps qui est imparti ou de l'organisation du travail. Et puis, ça va concerner également ce qu'on peut imaginer comme du travail inutile ou qui n'a pas plus ou pas de sens. Et enfin, le dernier facteur de risque va concerner l'insécurité en fait, des situations de travail, avec l'insécurité socio-économique, donc en lien avec l'emploi, le salaire, le développement et la progression de carrière, par exemple. Mais ça va également considérer le risque de changements qui sont non maîtrisés, de la tâche, du métier, des conditions de travail, des changements qui seraient fréquents, mal préparés ou insuffisamment préparés. Donc ces facteurs de risque peuvent être des facteurs aggravants d'une situation, mais ça peut être également des facteurs protecteurs. Cyril Colson y reviendra tout à l'heure. À ce stade, est-ce que vous avez des questions? Hop là, je regarde dans la partie chat. Les AT reconnus sont pour la France entière. Oui, les chiffres que j'ai indiqués, donc les 20 000 AT reconnus en 2019, sont pour la France entière, tout à fait. Ce sont des chiffres nationaux. Peut-être que
questions. De toute façon, il y aura un autre temps hein, de questions-réponses. Nous les regarderons ensemble tout à l'heure. Je passe la main du coup à et des circonstances pour agir. Ok. Alors, je vais vous parler de 4 circonstances pour agir en prévention des RPS. Alors, ces 4 circonstances, elles ne sont pas sorties de nulle part. Hein. Ce sont 4 moments de la vie de l'entreprise, 4 situations où la question des risques psychosociaux va se poser dans l'entreprise. Ça va être notamment dans la première bulle que vous voyez, le cas où l'entreprise a un projet qui va modifier ses conditions de travail, donc entre guillemets, une réorganisation, un changement de technologie dans l'entreprise qui va impacter la façon dont le travail va se faire. Deuxième configuration, deuxième circonstance, c'est l'évaluation des risques psychosociaux dans les situations de travail existantes. On a notamment dans ce cadre-là l'obligation d'évaluer les risques dans le cadre du document unique. Donc l'idée derrière cette bulle, c'est de balayer l'intégralité des situations de travail et de se poser la question des risques psychosociaux de manière à alimenter cette rubrique du document unique dans l'entreprise. Donc on va être sur... Les 2 premières situations sont plutôt des situations qu'on va qualifier a priori, c'est-à-dire que les conséquences santé ne se sont pas encore manifestées. On analyse en anticipation la situation avant qu'on ait une situation, une conséquence santé avérée. Ensuite, nous avons eu la question des risques psychosociaux suite à une alerte. Alors, entre guillemets, on vous a mis une plainte. Hein. C'est le cas où, dans l'entreprise, une ou plusieurs personnes manifestent à un stade plus ou moins précoce une situation de souffrance dans l'entreprise en lien avec la thématique RPS et pour laquelle l'entreprise va devoir faire un certain nombre de choses pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des conséquences graves à l'issue de cette situation qui lui est signalée. Et puis enfin, dernier cas, c'est suite à une atteinte à la santé dans l'entreprise qui va être déclarée en accident du travail ou en maladie professionnelle, où là on retombe sur un schéma assez classique, tout risque confondu d'ailleurs, où on a un accident du travail, une maladie professionnelle et où les facteurs de risque psychosociaux sont présents de manière assez significative dans l'entreprise, où là, il va falloir analyser cette situation. Donc ces 4 situations vont couvrir, on va dire, la quasi-totalité des possibilités d'expression du risque psychosocial dans l'entreprise. Hein. Ce sera une de ces 4 catégories. Et puis, autre particularité de ces 4 circonstances, c'est que le Code du travail a prévu, pour ces 4 circonstances, tout un processus de traitement dans la loi, toute une architecture qui permet de traiter déjà ces problématiques-là. Alors, tout risque confondu, hein, mais malgré tout, on retrouve exactement un fonctionnement assez similaire sur les risques psychosociaux qui sont déjà prévus dans la loi et qui vont nous de servir d'ossature à notre démarche de prévention parce qu'elle s'organise de la manière la plus fluide possible. Alors, je vous parle de loi. Je vais vous faire un rapide tour d'horizon hein, de ces aspects-là, circonstance par circonstance. Donc, pour la première, la situation où l'entreprise a un projet de réorganisation ou assimilé, et la loi a prévu un certain nombre de choses dans ce genre de cas, notamment une information des élus du CSE sur le projet. On a également un de prévention qui, notamment, mettent comme objectif d'éviter les risques et demande à l'employeur d'évaluer les risques, même en conception. Hein. L'idée, c'est de se poser la question de mon projet de réorganisation, quel impact il va avoir sur les facteurs de risque psychosociaux. Ceci étant, une fois que c'est posé, la finalité, c'est de faire en sorte de les éviter, ces risques. Une fois qu'on a identifié ce qui pouvait potentiellement poser problème, l'idée, c'est d'ajuster le projet de manière à supprimer à la source, dès la conception, et c'est là la voie la plus opérationnelle pour le faire, hein, c'est quand on est en train de réfléchir à une situation à venir,
de manière à éviter au maximum les risques qu'on aurait pu identifier. Donc tout ça, ces ajustements suite à l'évaluation, ça va s'inscrire dans un plan d'action. Le plan d'action, en fait, dans ce genre de configuration, ça va être d'amender et d'ajuster le projet en fonction des résultats de l'analyse qui aura été faite de l'impact du projet sur les conditions de travail. Et à l'issue de tout ça, la loi a prévu une consultation du CSE sur ce projet ajusté de manière à s'assurer qu'on a fait ce qu'il fallait, de manière à limiter au maximum les risques, les supprimer autant que faire se peut, et puis le CSE se prononcera sur ce projet. Tout ce travail va bien sûr permettre d'alimenter le document unique. Dès qu'un éclairage est fait sur une situation de travail au regard des risques, on peut alimenter notre document unique et le mettre à jour en conséquence. Donc ça, c'est le cas du projet. Deuxième configuration, c'est l'évaluation des risques psychosociaux sur des situations de travail qui existent déjà. Et là, on a une obligation de l'employeur d'évaluer les risques qu'il n'a pas pu éviter. Donc, s'ils sont là, c'est qu'il n'a pas pu les éviter. Ceci dans le cadre de prendre les mesures de prévention pour préserver la santé mentale et physique des salariés selon les principes généraux de prévention. Ça, c'est transversal. Dès qu'on parle de prévention, c'est les principes généraux de prévention qui servent de fil conducteur. Donc, il évalue, il fait un plan d'action de manière à supprimer ou réduire les facteurs de risque psychosociaux qui sont identifiés. Et ce plan d'action, il est soumis au CSE pour consultation dans le cadre du PAPRIPAC, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc tous les ans, le CSE émet un avis sur ce PAPRIPAC et le cas échéant sur la thématique RPS, si elle a été évaluée au cours de l'année et s'il y a des évolutions sur cette thématique au cours de l'année. Et puis tout ça, bien sûr, est reversé dans le document unique. Troisième circonstance, suite à alerte. Donc, on est dans une configuration où un salarié se manifeste sous une forme pour signaler une situation de souffrance. Donc là, la loi a prévu plusieurs dispositifs, notamment un droit d'alerte du salarié sur sa situation. Ce droit d'alerte, il peut aussi passer par le CSE dans le cadre du danger grave et imminent, ou dans le cadre du alerte atteinte droit santé liberté, donc en cas d'atteinte aux droits individuels, à la santé physique mentale et aux libertés individuelles des salariés. Dans ce cadre-là, suite à alerte, d'analyse qui va se faire de manière paritaire dans l'entreprise, un ou des représentants et un ou des représentants du CSE, de manière à analyser la situation et aboutir à un plan d'action qui va permettre de corriger la situation de cette ou de ces personnes qui se seront manifestées. Et puis, alors en cas de désaccord, ça peut aller un petit peu plus loin. J'en ai pas parlé, mais à plusieurs situations aussi, il y a une possibilité, bien sûr, de recours à expertise pour le CSE, notamment si le dialogue social est très, très dégradé, la question de l'expertise peut se poser. Donc voilà, du coup, on a une alerte qui peut être manifestée, une phase d'analyse et une phase qui va se faire de manière paritaire, et puis un plan d'action à l'issue de cette analyse qui est menée conjointement. Et puis enfin, en cas d'atteinte à la santé en tant qu'accident du travail, maladie professionnelle, il y a une information du CSE de ce type-là. Le CSE est convoqué pour être informé des circonstances, soit de l'accident, soit de la maladie professionnelle. Le CSE a la capacité de faire des enquêtes sur ces situations, et ces enquêtes vont se faire dans le cadre de délégations d'enquête paritaire, donc pareil que tout à l'heure, direction IRP vont mener conjointement cette analyse, et puis à l'issue de cette analyse, l'employeur va prendre des mesures de prévention pour supprimer et réduire les risques qui auraient été identifiés. Et là aussi, recours à expertise potentielle en cas si on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc tout ça va permettre, quelle que soit la circonstance, d'apporter un éclairage sur l'évaluation des risques et donc l'alimentation du document unique, et va constituer une ossature qui va nous permettre de structurer notre démarche de prévention, parce que vous voyez qu'il y a quand même des phases un
des passages un petit peu obligés en termes d'information, de participation des uns et des autres, de droit des uns et des autres d'aller mener des analyses, et puis de faire quelque chose à l'issue d'un certain nombre de configurations. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière, excusez-moi. L'intégralité de ces quatre circonstances pour agir, une fois que l'entreprise se sera organisée et aura structuré son fonctionnement de manière à être en capacité de répondre à ces quatre configurations, on pourra partir du principe que l'entreprise a mis en place une réelle politique de prévention des risques psychosociaux. Grosso modo, pour la faire court, une politique des risques psychosociaux, c'est être en capacité de répondre à ces quatre circonstances pour agir. Alors, ça ne se fait pas du premier coup. Progressive, hein, l'idée, ce n'est pas de mener de front ces quatre chantiers. Ce sont des circonstances pour agir, c'est-à-dire qu'on va commencer par une, et puis l'organisation, la montée en compétences, l'expertise qui va commencer à naître du traitement de cette première circonstance va permettre de servir de base pour traiter petit à petit les autres configurations. Alors, je reprends le fil de mon histoire. Donc, ces quatre circonstances, grosso modo, c'est la porte d'entrée pour l'entreprise pour agir et lancer un travail de prévention des RPS. Donc, ce travail de prévention des RPS, une fois qu'on a choisi notre angle d'attaque, quoi qu'on a choisi, après, il peut s'imposer aussi, hein, bien sûr, on vous propose 5 étapes à suivre pour une démarche de prévention en vue de comprendre le risque et d'agir sur ce. Donc, grosso modo, on fonctionne un peu en entonnoir. Hein. On a ces 4 possibilités. Et puis, ça va conduire à une démarche de prévention qui, finalement, va être assez similaire, quelle que soit la circonstance. Alors, on va voir entre les lignes qu'il y a quand même un certain nombre de spécificités, mais malgré tout, la démarche va être assez similaire sur ces 4 circonstances pour agir. Donc, là, les 5 étapes qui vous sont proposées, alors, elles se succèdent, hein, bien sûr, ces 5 étapes. La première, c'est une phase de préparation de la démarche de prévention des risques psychosociaux, sur lequel on insiste assez fortement, et on va y revenir un petit peu plus tard, où l'idée, c'est de s'organiser, de se mettre d'accord sur ce qu'on va y mettre dans cette démarche de prévention des risques psychosociaux, c'est pourquoi on va la faire, comment on va la faire. Ensuite, en étape 2, on va avoir une phase d'analyse de la situation de travail qui sont concernés par le périmètre qu'on aura défini initialement, hein, situation d'alerte, l'ensemble des situations si c'est dans le cadre du document unique, etc., etc. L'idée, c'est de mener une analyse sur cette ou ces situations de travail de manière un petit peu méthodique, de manière à comprendre la réalité de l'exposition des salariés aux facteurs de risque et de trouver des leviers qui vont de réduire ces facteurs de risque. L'étape 3, une fois qu'on a compris le problème, on va essayer d'y trouver des solutions, c'est d'élaborer un plan d'action. Étape 4, on va le mettre en œuvre, ce plan d'action. Et puis l'étape 5, on va suivre la mise en œuvre de ce plan d'action. Hein. L'idée, ce n'est pas juste de définir des actions et puis de ne pas s'intéresser si elles sont vraiment mises en place ou pas, c'est de s'assurer que ce qui a été décidé est effectivement mis en place et dans les échéances prévues. Et puis d'évaluer ces actions, d'avoir un retour qualitatif sur est-ce que ce qu'on a fait a un réel impact sur les facteurs de risque. Est-ce qu'on les réduit? Est-ce qu'on les a déplacés? Ou est-ce qu'au contraire, on a amplifié la problématique? Donc l'idée, c'est d'avoir un petit retour quand même sur ce qu'on a fait, de manière à ajuster le plan d'action si nécessaire. Alors, pour vous informer un petit peu plus sur cette démarche, et je vous invite à le faire, hein, parce que le format de notre présentation fait qu'on ne peut pas rentrer trop dans les différents détails et subtilités de la mise en œuvre d'une démarche de prévention des RPS. Je vous invite à consulter le document INRS ED 6349, comment agir en prévention des risques psychosociaux, qui va regrouper l'intégralité de la démarche de prévention, détailler les 4 circonstances pour agir, des conseils de méthodologie pour la mise en œuvre. Enfin, grosso modo, c'est une brochure assez centrale sur les risques psychosociaux et sur la façon de l'aborder en entreprise. Donc, c'est une brochure qui est assez récente. Et puis, si vous souhaitez également, vous pouvez en complément vous reporter un dossier hygiène et sécurité qui va illustrer ces différentes étapes, ces différentes circonstances
de manière assez concrète dans des mises en œuvre réelles en entreprise sur comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, les limites et aussi méthodologiques pour que ça se passe bien. Faire une focale sur les différentes étapes, ces fameuses 5 étapes, et notamment cette étape 1 de préparation de la démarche, qui est vraiment fondamentale. Hein. On insiste énormément sur cette phase-là. C'est pas du tout d'y consacrer du temps et un petit peu d'énergie, parce que c'est ce qui va permettre de faciliter et de fluidifier votre étapes successives et ultérieures de la démarche. Et puis, ça va permettre favoriser l'arrivée à un plan d'action concret dans l'entreprise, puisqu'un des biais assez récurrents, malheureusement, des démarches de prévention des RPS, c'est le fait que ça s'arrête prématurément, soit au moment de l'analyse, soit au moment du plan d'action, et puis au final, on a passé énormément de temps à essayer d'analyser les situations, à essayer de réfléchir à des actions, et puis il ne se passe pas grand-chose derrière, et ça génère une forme de frustration. Et c'est en ça d'ailleurs que cette démarche de risques psychosociaux, il y a un point de vigilance important qui se traite dans cette phase de préparation, c'est que la démarche en tant que telle, elle peut participer au risque lui-même. Des configurations où la préparation ou l'absence de préparation de la démarche a fait qu'on se retrouve avec une personne seule, isolée, qui va porter tout le poids de la démarche dans l'entreprise, va pas aboutir à quelque chose de satisfaisant, et encore moins pour la personne qui porte ce projet, parce qu'elle va être au centre de toutes les contradictions de l'entreprise, de son organisation et des jeux d'acteurs qu'il pourrait y avoir dans ce cadre-là, et elle risque de s'essouffler, voire plus, en fonction de l'intensité de ce qui va se passer. Donc, un des biais, c'est notamment de confier un peu ce travail-là à une personne et de lui faire porter un petit peu tout le poids de cette problématique-là. Autre biais qui peut participer au risque de lui-même, c'est de ne pas se mettre d'accord sur la façon dont ça va se passer. Pourquoi on le fait, la finalité de cette démarche, hein, si on n'a pas pris ce temps pour discuter dans l'entreprise de comment ça va se passer et pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on attend à la sortie de tout ça, on va générer et amplifier le risque qui était déjà préexistant. Autre problématique, c'est de se retrouver dans des configurations et qui est assez classique d'ailleurs, où il y a une crainte des salariés de s'exprimer. La qualité de être faite du risque, elle repose quand même essentiellement sur la possibilité d'expression des salariés sur leur vécu, leur ressenti au travail. Donc s'il y a une crainte de s'exprimer, on va être sur une analyse assez partielle, voire biaisée, qui va finalement être consommatrice de temps, mais qui ne va pas aboutir à quelque chose de bien concret. Et puis enfin, une autre problématique qui va être traitée dans cette phase de préparation de la démarche, c'est un peu le sentiment d'inutilité qu'il pourrait y avoir en arrière-plan de cette démarche, c'est-à-dire que les salariés pensent, imaginent, à tort ou à raison, que tout ce travail d'analyse qu'on va mener dans l'entreprise, ça ne va pas aboutir à grand-chose, rien, qu'ils l'ont déjà fait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, que ça avait conduit à rien du tout, et puis du coup, on a une démobilisation des gens et une réticence à l'expression, parce que les gens sont blasés de se donner, de s'exprimer, de livrer des choses, et puis qu'au final, l'entreprise n'y fasse rien. Donc elle est vraiment fondamentale, cette phase de préparation. L'idée ici, c'est de discuter, alors, à minima, direction et IRP, au regard des éléments réglementaires que je vous ai exposés tout à l'heure, puisque ce sont les deux acteurs essentiellement impliqués, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas en mettre d'autres, mais c'est les deux acteurs incontournables dans ce genre de démarche au regard de la loi, vont se mettre d'accord sur les conditions, le cadre de fonctionnement, les règles qui vont être associées à ce travail de prévention. Et un des points à négocier notamment et à discuter, c'est le périmètre et l'ambition de cette démarche. On est sur une logique de démarche de prévention, et la prévention, par définition, c'est transformer, modifier les situations de travail. Donc si on veut rester sur cet angle prévention,
il faut que la démarche, elle soit centrée sur le travail, quel travail, son organisation, les contraintes de travail des salariés, mais pas sur autre chose. On veut modifier le travail, on s'intéresse au travail. Donc l'idée derrière tout ça, déjà d'être très factuel, hein, le plus possible en tout cas, sur des éléments et des composantes professionnelles qui participent au risque. C'est aussi s'astreindre et être vigilant au fait de ne pas se tromper d'angle d'attaque, c'est-à-dire de ne pas rechercher des responsables, des coupables, de ne pas émettre des jugements sur les uns ou sur les autres, ou voire même de tenter de faire une analyse plus ou moins psychologique du comportement des uns et des autres pour expliquer la problématique. Si l'ambition des acteurs de l'entreprise, c'est de chercher un responsable. Ce n'est pas une démarche de prévention qu'il leur faudra. Ce sera autre chose. Hein. Ce sera une logique RH, une logique disciplinaire, une logique juridique, mais ce ne sera pas de la prévention. La finalité de la prévention, c'est vraiment de transformer le travail, que ce soit un tel ou un tel qui soit concerné par cette situation de travail. Ce qui est important, c'est les composantes professionnelles et pas tant l'individu qui est concerné. Donc, on reste centré sur des éléments factuels. On est très vigilant au fait de ne pas chercher des responsabilités individuelles des uns et des autres, et on garde bien en tête, c'est de faire évoluer la situation de travail et pas les gens qui la composent. Important, c'est la place de l'employeur dans cette démarche. Hein. Elle est fondamentale. Hein, si de l'employeur, la démarche risque de ne pas aller très très loin, en tout cas de ne pas aboutir à ce qui était initialement escompté. Donc il faut commencer à discuter un petit peu le niveau d'engagement de l'employeur ensemble, se mettre d'accord sur sa présence, son implication à certaines étapes de la démarche. Hein. L'employeur ne peut pas être absent de ce travail de prévention, il doit être là à certains moments, il ne doit pas être là tout le temps. Il y a des moments où sa présence est mais il y a des moments où elle est indispensable. Et notamment, durant cette étape 1 de préparation de la démarche, il est fondamental que l'employeur soit là, puisqu'il va y avoir un certain nombre de choses négociées, et il faut quand même que l'employeur valide ces éléments-là. Autre étape importante, c'est une fois qu'on a mené des analyses des situations de travail, les phases de restitution de ce qu'on a compris de l'exposition des salariés aux facteurs de risque. L'employeur, c'est quand même souhaitable qu'il soit là. Et puis, autre étape importante aussi, c'est au moment de négocier le plan d'action, de le valider, de le structurer, il faut la présence de l'employeur si on veut que ça se mette en œuvre. Donc, dès le démarrage, poser participation et d'implication de l'employeur et quand. Ensuite, il va falloir des moyens qui vont être alloués à cette démarche. Hein. Ça ne se fait pas en claquant des doigts, une démarche de prévention des RPS, mais j'imagine que vous vous en doutez tous. Ça nécessite du temps pour les acteurs qui sont mobilisés. Si on fait des entretiens, que les salariés soient disponibles pour ces phases d'entretien. Il ne suffit pas juste de dire on va faire des entretiens, mais la production n'est pas ajustée pour permettre aux gens de se libérer du travail pour participer à ces entretiens. Ça veut dire également permettre l'accès à un certain nombre d'informations documentaires type PV de CSE, sur la santé au travail, des données RH, pour permettre aux gens qui vont faire ce travail d'analyse de disposer des informations nécessaires. Et puis, une autre question se posera aussi au moment sur ce sujet des moyens, et c'est implicite un peu dans mon discours jusqu'alors. Dans l'idéal, l'ensemble de la démarche est menée en interne. Hein. Les acteurs internes s'organisent, se mobilisent pour mener la démarche du début à la fin. C'est-à-dire qu'ils vont la préparer, ils vont analyser, ils vont mener des entretiens, des questionnaires, etc. Ils vont les analyser, ils vont générer un plan d'action. Alors ça, c'est l'idéal, aussi dans le sens où, quand c'est les acteurs internes qui font eux-mêmes ce travail-là, la probabilité que ça aboutisse à un plan d'action qui soit cohérent et compatible avec le travail est quand même un petit peu plus significative. Mais tout est possible dans la nature, et puis toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre, pour X raisons, de mener ce travail en autonomie sur ce sujet-là. Alors il peut y avoir des formations, hein, bien sûr, qui peuvent être menées mais va aussi se poser la question du recours à des compétences externes, à un consultant, un intervenant, et ça dans la démarche. En arrière-plan, l'idée aussi, c'est que le recours au consultant, ça n'implique pas forcément une sous-traitance totale
de la problématique à un externe qui va faire le travail puis qui va apporter ses conclusions, puis on essaiera d'en faire quelque chose à la fin. Le consultant, il est là en appui des acteurs internes, donc ce qui n'empêche pas de s'organiser pour suivre cette démarche. Le consultant peut venir pour mener les entretiens, pour faire l'analyse, pourquoi pas. Il peut aussi aider les acteurs internes. Il peut accompagner les acteurs internes à mener des entretiens avec les salariés, à analyser, à prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui est raconté sur le travail et pour identifier des situations critiques et des facteurs de risque. Voilà. La question, c'est de bien positionner le curseur. Si soit on fait tout en interne parce qu'on en a les moyens, soit on fait en interne mais on a besoin d'un peu de temps pour bien se calibrer, soit on a recours à des compétences externes. Et là, à quel niveau quelle mission on va confier à cet intervenant externe? Est-ce qu'il nous aide? Est-ce qu'il nous accompagne? Ou est-ce qu'il fait une partie du boulot à notre place? Voilà, tout ça se discute et se statue au cours de cette étape 1. Autre point important, je vous parlais de la crainte de s'exprimer tout à l'heure, hein, c'est la protection de la parole des salariés. Il faut négocier, clarifier la protection qu'il pourra y avoir au cours de l'expression des salariés sur leur situation de travail. Donc, des notions telles que la confidentialité, bien sûr, mais également de l'absence de sanctions disciplinaires qui pourrait y avoir derrière une expression du salarié. Alors, expression du salarié ou non-expression d'ailleurs du salarié. Hein. Le salarié peut avoir envie de s'exprimer, et là, il faut sécuriser sa prise de parole. Grosso modo, je veux bien parler de la réalité de ce que je vis dans mon travail. Par contre, il faut me garantir que derrière tout ça, il n'y aura pas de conséquences négatives pour moi. Et puis, ça peut être aussi le salarié qui refuse de participer, et du coup, qu'il n'y ait pas non plus de sanctions qui puissent être exercées à l'encontre d'un salarié qui ne souhaiterait pas s'exprimer dans ce cadre-là. Donc ça, c'est valable notamment pour la participation des salariés à des phases mais aussi pour les gens qui vont mener la démarche en interne. Donc, il va y avoir des élus du CSE qui ont une protection du fait de leur mandat, mais il peut y avoir aussi des gens qui n'ont aucune protection. Et là, il faut s'assurer que de participer à ce travail de prévention, ça ne va pas leur coûter un morceau de leur carrière ou des opportunités qu'il pourrait y avoir, ou voire pire. Donc, est au clair sur cette question que la parole sera protégée pour les salariés. Et puis envisager aussi les situations où la parole pourra ne pas être protégée, hein, parce que la protection, elle ne peut pas être totale. Si bien sûr on est confronté à des situations de maltraitance, de mise en danger d'autrui, il faut être aussi au clair que là, la protection de la parole Et puis l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action consécutif à l'analyse, l'employeur va s'engager à prendre en compte l'analyse qui va être faite de la situation de travail et mettre en œuvre un plan d'action qui soit cohérent avec cette analyse. L'idée, c'est qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait des actions qui soient définies, qu'elles soient en cohérence avec l'analyse, qu'on ne soit pas sur des choses totalement décalées, mais que tout le travail d'analyse permet de construire ce plan d'action et dans la continuité de cette phase d'analyse. Et voilà. Autre point à discuter aussi, c'est la participation des uns et des autres dans ce travail de prévention. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, un des points de vigilance, c'est de ne pas laisser porter une seule personne. Il faut que tout le monde participe à des niveaux divers et variés. Donc la question, c'est de s'interroger et de se mettre d'accord sur la participation des salariés, de l'encadrement, des élus du personnel, du service de santé, à quel moment ils participent, quel est leur rôle, quelle est leur mission dans cette démarche. Définir également et discuter des modalités de retour aux salariés du travail qui va se mener. À quel moment on fait un retour aux salariés, sous quelle forme, qui le fait, donc les restitutions d'analyse, mais aussi l'information même sur ces règles qui vont être négociées, peuvent faire l'objet d'une information des salariés et puis bien sûr le plan d'action. Toutes ces règles vont faire l'objet d'une formalisation par écrit, parce que l'idée quand même, c'est de pouvoir s'y référer à un moment donné, s'assurer qu'on ne s'écarte pas. Hein, c'est aussi le garde-fou dans toute la durée de la démarche, c'est de se référer à ces règles et puis de signaler éventuellement qu'il pourrait y avoir des écueils qui se mettent en place ou des écarts à la règle et que tout le monde s'était engagé à les respecter. Et puis, alors,
point sur lequel on n'ira pas, mais sachez aussi que, en fonction des circonstances, des modalités d'entrée dans la démarche, donc les 4 circonstances que je vous ai évoquées tout à l'heure, on va aussi discuter un certain nombre de règles un peu plus spécifiques à ces circonstances, de manière à pouvoir les rendre les plus opérationnelles possibles. Là, on vous présente vraiment un tronc commun de règles à négocier qui constitue déjà une bonne base. Après, fonction des circonstances, que ce soit un accident, un projet, certaines règles vont être à discuter également de manière complémentaire. Et ça, vous les retrouverez bien sûr dans la brochure que je vous ai indiquée tout à l'heure, dans la partie outils. Alors, pour faire cette phase de préparation, on vous propose de vous référer à deux brochures INRS, alors qui sont assez similaires dans leur objet, qui va être autour de la détection et des indicateurs. Ces brochures-là ont vocation à vous indiquer un certain nombre d'éléments à regarder dans l'entreprise, à suivre dans l'entreprise, à la fois en guise de dépistage du risque, repérer des points ou des situations ou des métiers dans l'entreprise qui seraient particulièrement exposés au RPS du fait d'un certain nombre d'indicateurs dégradés, qui peuvent être des indicateurs RH, hein, Marina vous parlait de turnover, d'absentéisme, des indicateurs santé, des indicateurs qualité. L'idée, c'est de chercher, plutôt dans une logique un peu de pré-diagnostic, hein, un certain nombre d'indicateurs qui pourraient être dégradés et significatifs des risques psychosociaux. Autre ressource, mais qui n'est pas indiquée, sachez que nous sommes actuellement en train de construire un outil. On a le projet de faire cet outil qui est déjà bien avancé. Un outil, une application web qui va vous permettre les points justement à discuter dans cette phase de préparation, paritairement, hein, IRP direction, et donc de manière à ne pas en oublier. Bonne question. Et puis à un certain nombre de choses assez en amont du lancement de la démarche, et tout ça par un document qui permettra de servir de référence. Donc on en reparlera un petit peu plus tard, mais sachez que voilà, on développe actuellement cet outil, et l'idée, voilà, c'est de vous proposer un canevas de questions à se poser collectivement, de manière à calibrer cette phase de préparation et à éviter le moins de biais possible. À éviter de les mettre en œuvre, hein. Étape 2. Donc là, on est concrètement sur l'analyse à proprement parler des situations de travail. On s'est mis d'accord sur comment on allait fonctionner, sur ce qu'on allait aller voir. L'idée maintenant, c'est d'analyser concrètement les situations de travail. Donc on précise travail réel. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe réellement sur le terrain, ce que vivent réellement les salariés, et pas ce qu'on en imagine. Et la finalité de cette analyse, ça va être d'identifier les facteurs de risque psychosociaux auxquels sont exposés les salariés, mais aussi les facteurs de protection, ce qui fait ressource. L'idée, c'est de préserver, voire de développer tout ce qui pourrait être plutôt un contrepoids des facteurs de risque psychosociaux. Donc, c'est identifier ces facteurs de risque psychosociaux, puis aussi, bien sûr, les conditions d'exposition des salariés à ces risques psychosociaux. Elle n'est pas la même au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours de l'année. Il y a des phases un peu plus critiques. L'idée, c'est de contextualiser au maximum l'exposition des gens aux risques psychosociaux. Donc, pour faire ce travail-là, on vous propose de vous appuyer sur les facteurs GOLAC que Marina vous a proposés, qui serviraient de grille de lecture de la situation de travail pour catégoriser et identifier les facteurs de risque sur lesquels agir. Et puis, pour faire tout ça, toutes les méthodes non, toutes les méthodes ne sont pas possibles, mais un certain nombre de méthodes sont possibles et ne sont pas exclusives les unes des autres. Des entretiens individuels, collectifs, des questionnaires, de l'observation du travail, de l'analyse documentaire. Tout ça, il faut le discuter, sachant que un point de vigilance est quand même à émettre sur les questionnaires, puisque le questionnaire a certes le mérite de pouvoir être passé à plein de salariés simultanément. Par contre, il ne va pas vous apporter énormément d'éléments sur les conditions d'exposition des salariés au risque. On va avoir des pourcentages de salariés qui sont en situation de stress. On va avoir un pourcentage de salariés qui estiment que leur travail est trop important. Mais par contre, on n'aura pas d'éléments qualitatifs. Et ces éléments qualitatifs, on les aura uniquement au travers des entretiens individuels ou collectifs, peu importe. Donc, si vous faites le choix de questionnaire, pourquoi pas, mais par contre, sachez qu'il faudra systématiquement le coupler à des phases d'entretien pour essayer de repérer
et d'identifier un maximum d'éléments relatifs aux conditions d'exposition à ces facteurs de risque. Donc là, l'INRS et l'assurance maladie, pour ça, vous proposent un certain nombre de supports qu'on verra un petit peu plus tard. Grosso modo, des guides d'entretien qui sont organisés autour des facteurs GOLAC et qui vous permettent de discuter avec les salariés et de repérer des éléments avec les facteurs de risque psychosociaux sur lesquels on pourra agir à un moment donné au moment du plan d'action. Donc, ces informations recueillies, donc, vous l'avez bien compris, idéalement et même essentiellement en entretien avec les salariés, bien sûr, il va falloir faire valider le contenu de ces entretiens avec les salariés concernés. L'idée, ce n'est pas d'exploiter des informations qu'ils ne souhaiteraient pas voir exploitées au cours de ces entretiens. On est encore dans de la protection de la parole. L'analyse va être présentée en CSE et puis ensuite va être reversée à l'ensemble des salariés une fois qu'on aura posé clairement la photographie du risque pour la situation de travail donnée. Et on pourra intégrer tout ça dans le document unique. Donc, quelques outils que je ne vais peut-être pas vous détailler. Grosso modo, vous avez des outils qui vont vous permettre de travailler cette intégration des RPS dans le DU, avec évaluer l'outil RPS DU et l'outil Faire le point pour les entreprises de plus petite taille. Ça, vous les trouvez sur l'INRS. Des fiches descriptives de questionnaires. Vous faites le choix d'un questionnaire. L'INRS propose un certain nombre de fiches relatives aux questionnaires les plus courants qui va vous permettre de dire c'est quoi la portée de ce questionnaire, qu'est-ce qu'il va apporter comme élément d'information, à quel moment il s'utilise, c'est quoi les conditions de passation du questionnaire, etc., etc. Vous allez également avoir le guide d'entretien de l'enquête paritaire qui va plutôt cibler des situations avec un événement grave ou de type suicide, mais ça peut être aussi des altercations entre salariés ou voire être utilisé en phase suite à une alerte. Et puis enfin, un document qui va vous permettre le choix d'un consultant, de vous poser les bonnes questions pour choisir ce consultant. Vous pouvez aussi vous référer à une fiche qui est disponible sur le site de la CARSAT qui vous permet de discuter un petit peu le cahier des charges, les missions qui seront confiées à ce consultant, idem collectivement entre IRP et direction pour s'accorder sur ce qu'on attend de ce consultant et le livrable qui sera attendu à la fin. Je vais repasser la parole à Marina. Merci. Un peu... Ça va aller. On avance du coup. Cette analyse est réalisée, donc l'idée c'est d'apporter des propositions d'actions d'amélioration, donc d'élaborer un plan d'action qui vont refléter les résultats de l'analyse. Et donc ce plan d'action, Cyril l'a bien dit, il sera d'autant plus concret et l'analyse aura permis de faire ce lien entre les facteurs de risque psychosociaux et les situations concrètes de travail à travers ce qui pourra ressortir des entretiens quand on va aller vraiment dans des situations de travail qui posent problème. Donc ce plan d'action s'appuie évidemment sur l'expertise et la connaissance du travail, des situations de travail, des salariés et des responsables hiérarchiques. Vous avez également ce cadre réglementaire qui va influencer la priorisation de ce plan d'action en partant des principes généraux de prévention, c'est-à-dire éviter les risques, évaluer, etc. Les risques qui ne peuvent pas être évités et qui aboutissent en 9e principe sur les instructions à donner aux salariés. Donc, on est sur le Code du travail, là, l'article L4121-2. Et puis, ce plan d'action va s'intégrer à la démarche globale de prévention des risques professionnels dans l'entreprise. Bien sûr, ce plan d'action est présenté en CSE, complété et amendé pendant la séance. Et puis, l'employeur, bien sûr, le valide et le met en œuvre et l'inscrit au PAPRIPACT. Quelques informations sur ce plan d'action. On en revient à l'outil RPSDU et l'outil Faire le point. Et puis également à une brochure qui s'appelle 9 conseils pour agir au quotidien. J'avance un petit peu vite. Étape 4, mettre en œuvre le plan d'action. Donc à partir de là, il s'agit de se lancer, mettre en œuvre avec des moyens, des responsabilités pour chaque action, des délais de réalisation qui vont être fixés pour chaque action. Et puis, il convient de prévoir des points réguliers pendant cette étape de mise en œuvre en CSE
Et puis, bien sûr, de donner les informations aux salariés aux différentes étapes qui auront été prévues dans l'étape de préparation, en fait. 5e étape, suivi et évaluation du plan d'action. Donc, l'idée, c'est bien entendu de connaître l'efficacité des mesures qui ont été prises. La mise en œuvre a été suivie en CSE. Des indicateurs peuvent être mobilisés. Les indicateurs de dépistage, par exemple, que vous aurez mis en œuvre lors de l'étape 1. Et puis, l'idée, ce sera de questionner, par exemple, les salariés sur leur amélioration effective de situation de travail ou pas. Et puis, de suivre ces indicateurs collectifs, mais qui peuvent être assez variés et larges, relatifs au dialogue social, à la transformation des situations de travail, etc. Cette démarche, elle est itérative. Donc, l'idée, ça va être de réévaluer à chaque fois les conditions d'exposition des salariés aux facteurs de risque psychosociaux. Quelques outils enfin pour cette étape 5. On reprend la brochure de tout à l'heure, les indicateurs pour vous guider. Et puis, il y existe un guide pour évaluer les interventions de prévention des risques psychosociaux et TMS, troubles musculo-squelettiques. Je passe à la phase de questions. 2 minutes. Hop là. Alors, effectivement, on a une question par rapport à la mise en place d'une enquête bien-être au travail. La CARSAT peut-elle mettre à disposition des outils pour une enquête de ce type? Alors, ce sont l'INRS a des questionnaires pour la phase d'analyse, la phase 2, des situations de travail. Alors, 2 points de vigilance avec ces questionnaires. Comme l'a dit tout à l'heure Cyril, les sont importants, mais ils ne suffisent pas pour analyser en profondeur les situations de travail et surtout pour permettre la mise en œuvre d'un plan d'action. Et puis, 2e point, la démarche de prévention des risques psychosociaux, elle est modélisée telle que nous vous l'avons présentée. Elle n'est pas, elle n'est pas qualifiée de bien-être au travail. C'est un petit peu différent. J'espère que j'ai été claire. Cyril, tu peux compléter si besoin. Alors, sur la question du bien-être au travail, alors je suis désolé, je n'ai pas la référence immédiate en tête, mais vous avez une série d'articles sur le site de l'INRS, justement sur des démarches bien-être et la façon de le traiter. Je crois même qu'il y a... c'est pas vraiment un questionnaire, donc je vous invite à aller sur le site de l'INRS, vous tapez bien-être au travail, et vous allez trouver un certain nombre d'articles, alors notamment de Monsieur Grosjean de l'INRS. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces articles-là, qui sont mais voilà, c'est un petit peu en parallèle des RPS. Je vais pas Merci. Je vais pas pouvoir répondre aux autres questions, malheureusement, puisqu'il nous reste 2 diapos dans le temps imparti. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, nous prendrons les questions et nous vous répondrons en ligne. La prochaine étape, voilà, nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Le 17 juin, nous avons prévu un autre webinaire qui a pour objectif d'approfondir la phase de préparation. Cyril vous l'a dit tout à l'heure, cette étape 1, elle est fondamentale pour bien commencer et poursuivre la démarche de prévention des risques psychosociaux dans votre entreprise. Et donc, ce second webinaire s'adresse aux dirigeants qui seraient intéressés par ce sujet. Il a lieu à 13h30. Nous allons vous présenter donc de façon beaucoup plus approfondie cette étape, vous parler que nous développons en ce moment. Cyril vous en a également parlé, un outil web de préparation et de négociation des règles pour la démarche de prévention des risques psychosociaux. Vous pourrez vous inscrire à partir de la semaine prochaine sur le site internet de la CARSAT, rubrique en entreprise, thématique en prévention. Et c'est là où vous allez trouver toutes les informations qu'il vous faut. Je termine avec une adresse mail. Si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce webinaire ou par rapport aux risques psychosociaux, évidemment, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Nous y répondrons de façon systématique. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir.
Une heure, ça passe vite finalement. Merci en tout cas de votre attention. Un replay sera mis en ligne assez rapidement, je crois demain. Voilà. Merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.